Les 4 otages libérés ce samedi par l'armée israélienne avaient tous été capturés par les terroristes du Hamas le 7 octobre lors du festival Nova. Âgé de 25 ans, Noah Argamani est devenu l'un des visages de la cause des otages. Les images de son enlèvement, la montrant à moto aux côtés de 2 terroristes palestiniens, ont fait le tour du monde. Dans cette vidéo, la jeune femme, terrifiée, criait « Ne me tuez pas », tendant les bras vers son petit ami Avinatan Or, également pris en otage. Sa mère, souffrant d'un cancer en phase terminale, avait adressé un message à Joe Biden en décembre, suppliant le président américain de l'aider à ramener sa fille à la maison avant qu'il ne soit trop tard. Âgé de 27 ans, Andrei Kozlov était lui agent de sécurité au festival Nova. Originaire de Saint-Pétersbourg, il avait fait son alia l'année dernière. Peu avant son enlèvement, il a échangé avec son père, lui écrivant qu'il entendait des coups de feu autour de lui. Il avait également envoyé des messages à des amis, leur disant qu'il n'avait pas d'endroit où se cacher, alors que les terroristes attaquaient le festival. Troisième otage à avoir été libéré ce samedi, Shlomi Ziv. Âgé de 40 ans, il était également agent de sécurité lors du festival Nova. Je te rappelle, avait-il dit à sa sœur avant d'être capturé par le Hamas. Almog Meir, 21 ans, avait lui été vu pour la dernière fois dans une vidéo prise par le Hamas à 12h30 le 7 octobre. Originaire de Or Yehuda, il avait terminé son service militaire 3 mois avant le Shabbat noir et avait l'intention de travailler dans le secteur de la high-tech. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Écoutez, je n'avais pas prévu de faire cette intervention sur ce thème, mais comme le Président Marlex a eu l'élégance de souligner mon début de carrière chez le Général Electric, je vais faire le lien avec le texte que nous avons aujourd'hui. Je remercie d'ailleurs dans son inélégance d'avoir confirmé ce que j'ai toujours dit, à savoir que le démantèlement d'Alstom a effectivement commencé quand je me retrouvais chez le Général Electric avant 2012 et pas après. Tous ceux qui ont essayé de me faire passer pour un fou depuis des années en disant que ça avait commencé après mon départ en auront pour leur argent. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, je suis peut-être une des personnes les mieux placées pour savoir ce que peut faire une multinationale américaine quand elle veut attenter aux intérêts d'un pays souverain comme la France, y compris dans son cœur, y compris dans sa souveraineté énergétique. Je sais à quel point une multinationale américaine peut acheter des intérêts français. Je sais à quel point ils peuvent acheter des hauts fonctionnaires, à quel point ils peuvent acheter des groupes politiques, y compris le vôtre, M. Marlex, puisqu'il a fallu 5 ans et que M. Guémard disparaisse de votre groupe pour que la commission... Je n'ai pas dit que c'était votre faute, j'ai dit que c'était l'UMP, pour que, au bout de 5 ans, l'UMP puisse enfin déclencher cette commission qu'elle ne pouvait pas quand le mari de M. Guémard était dans votre groupe. Je sais tout ce que peut faire une multinationale américaine. Je sais qu'elle peut même acheter des fonctionnaires dans les cabinets ministériels. Vous pouvez être reçu par le cabinet de M. Montebourg, amener des documents au cabinet de M. Montebourg, et ces documents disparaissent dans les couloirs de Bercy, et la personne qui vous a reçu devient quelques années après un banquier d'affaires dans une banque américaine, sans que cela ne pose de problème à personne, sans que des problèmes déontologiques soient posés à personne. Et quelques années après, quand vous pouvez demander aux personnes en charge de la déontologie pourquoi ils ont accepté que cette personne qui était en charge de la défense d'Alstom soit nommée dans une banque américaine qui a gagné de l'argent sur le démantèlement d'Alstom, on vous dit que tout était normal, que tout ça est du passé, qu'on ne va pas quand même revenir sur le passé, qu'on ne va quand même pas laver le linge sale de la France devant les Français. Eh bien moi je laverai toujours le linge sale de la France et des élites françaises devant les Français, car ils méritent la vérité. Et peut-être qu'un jour nous aurons la vérité d'Alstom. Peut-être qu'un jour le parquet national financier pourra établir si oui ou non M. Macron a été un agent des États-Unis pour vendre Alstom, a été un agent pour liquider Technip et l'affaire. Peut-être qu'on le saura, peut-être qu'on le saura. Je sais aussi les pires moyens des ingérences américaines, puisqu'on m'a lancé ce sujet, je ne vais pas m'arrêter, chers collègues. Je sais aussi que vous pouvez rentrer chez vous un soir et que votre appartement a été visité par des forces mystérieuses. Je sais que vous pouvez rentrer chez vous une deuxième fois un soir et que votre appartement a encore été visité par des forces mystérieuses, que vos documents ont disparu, que vos ordinateurs ont disparu, mais que votre argent est resté là, que tout ce qui a de la valeur de votre argent est resté là. Et quand vous allez voir la police, on vous dit « mais c'est sans doute des gitans qui sont passés dans votre appartement ». Bien sûr, les gitans qui ont fait un feu de joie avec les documents que vous pouviez avoir. Je sais aussi qu'est-ce que ça peut faire, et mon collègue Thomas Ménager est là derrière moi, c'est lui qui m'a récupéré, qu'un soir, non mais ça peut vous intéresser peut-être, car c'est la vérité, chers collègues, qu'un soir, vous quittez le travail à 22h un samedi soir, et puis vous êtes pris dans une rue sombre, vous êtes agressé au couteau, vous êtes mis à terre, quelqu'un qui parle anglais vous enfonce sa lame dans la paupière en vous disant que si vous allez voir la police, il va vous tuer. Et voilà, ça vous fait rire? Ça vous fait rire?
C'est ce qui m'est arrivé. Et tout ça, c'est peu ce qui peut arriver à d'autres lanceurs d'alerte qui ont eu beaucoup plus de courage que moi, qui ont fait des choses bien plus graves que moi. Ce qui est arrivé à notre compatriote Frédéric Pierucci dans votre indifférence la plus totale, retenu en otage dans une prison, dans un quartier antiterroriste par les Américains. Il n'y a pas un seul ici qui a été élu en 2014, en 2015, qui a levé le petit doigt pour M. Pierucci. Pas un seul d'entre vous. Vous n'en avez rien à voir. Je parle des macronistes. Vous n'en aviez rien à faire. Et vous n'en avez d'ailleurs toujours rien à faire des années après. Vous n'en avez rien à faire. Vous n'en avez rien à faire que Julian Assange, qui a alerté la presse occidentale, soit retenu dans des conditions inhumaines, des conditions qu'on accepterait pour personne d'autre, mais vous les acceptez pour les États-Unis, car vous n'avez aucun principe. Vous passez votre temps à parler des ingérences étrangères, vous vous fichez bien du pouvoir du Qatar, vous vous fichez bien du pouvoir de l'Arabie Saoudite. Oui, bien sûr, la Russie est un régime autoritaire, mais qu'est-ce que le régime saoudien? Un régime qui condamne à mort en crucifiant les gens et leur coupant la tête. Vous trouvez ça formidable? Vous trouvez que ça mérite de faire un selfie avec le prince dirigeant de l'Arabie Saoudite? C'est ça vos principes? Vous n'en avez aucun. Il vous a fallu 7 ans pour découvrir qu'il y avait un problème d'ingérence en France, à ça, pour faire le tour des médias, pour faire peur aux Français aux élections, pour dénoncer les oppositions, ça y a du monde. Mais 7 années pour faire une petite loi, que tous vos mensonges, vos montagnes de mensonges, à cause de cette souris ridicule qui ne servira à rien, vous avez demandé aux espions et à ceux qui veulent faire des méfaits en France de s'inscrire sur un registre. Mais bien sûr, les espions, les agents chinois, russes, saoudiens, qataris vont s'inscrire sur votre registre, vont vous prévenir qu'ils vont détourner l'intérêt des Français et ils vont peut-être vous demander l'autorisation. Quel dispositif très efficace? Deuxième dispositif efficace, un rapport tous les 2 ans. Ça nous fera une belle jambe de savoir effectivement que les États-Unis, enfin ça on ne saura peut-être pas parce que vous ne le dites pas, que le Qatar, la Russie, le Maroc et toutes les puissances qui veulent faire leur marché en France nous espionnent. Nous ne sommes pas au courant. Il faudra bien un rapport de plus pour le prouver. Bref, tout ce que vous voulez faire pour lutter contre la zérange ne servira à rien. Vous ne voulez pas lutter contre la corruption, vous ne voulez pas lutter contre la pourriture, parce que la pourriture est au cœur de votre système. Merci. Pour le 2e épisode de notre série sur le grand dévoilement, je vous emmène à Château-Chinon, en Bourgogne, au cœur du Morvan, où se situe l'école coranique proche des Frères musulmans, l'Institut européen des sciences humaines, l'IESH. Château-Chinon, le village que vous voyez juste derrière moi, était le fief de François Mitterrand. C'est ici qu'il s'est implanté et a été élu pendant de nombreuses années. C'est aussi ici qu'en 1992, avec sa bénédiction, a été installé dans le lieu-dit juste à côté, le fameux institut IESH. Selon la chercheuse du CNRS Florence Bergeau-Blacker, cet institut a été créé par les Frères musulmans. Vous le savez, les Frères musulmans, c'est cette confrérie islamiste secrète qui a pour projet revendiqué la conquête islamique de l'Europe. Si j'ai tenu à venir ici pour vous parler de cette école coranique, c'est parce qu'elle est au cœur de ce projet d'islamisation de la France et de l'Europe. Je vais vous donner 7 preuves de la dangerosité de cet établissement. 1. C'est le sulfureux prédicateur des Frères musulmans Youssef Al-Qaradawi, qui voulait la mort des juifs et des homosexuels, qui a remis le diplôme à la première promotion de l'IESH. 2. C'est ici qu'enseigne Monsef Zenati, le professeur en islam du rappeur Medine, ce même professeur qui est connu pour avoir dit au sujet des Yézidis, ce peuple massacré par l'État islamique, qu'ils étaient, je cite, des adorateurs de Satan et que la musique qui passait à la télé était souvent illicite. 3. C'est ici qu'a enseigné Ahmed Hilali, imam salafiste, fiché S, dont le nom a été associé à Michael Harpon, ce terroriste qui a tué 4 personnes à la préfecture de police de Paris en 2019. 4. Cette école a été fréquentée par Inès Madani, une terroriste qui voulait faire exploser Notre-Dame de Paris, par Thomas Barnouin, djihadiste, mais aussi par 3 autres femmes qui sont également parties en Syrie. 5. L'ancien président des Frères musulmans de l'UOIF, Ahmed Jabala, était aussi le doyen de l'IESH Paris. Ahmed Jabala était sous OQTF et il vient de fuir pour la Tunisie. 6. L'actuel doyen de l'IESH, l'Arabi Betcheri, est membre de l'Union internationale des savants musulmans, dont le secrétaire général a salué le retour des talibans en Afghanistan en 2021. Et enfin 7. Selon les auteurs de l'ouvrage Qatar Papers, l'école a été financée par l'Arabie Saoudite, régime qui pratique un islam fondamentaliste, mais aussi par le Qatar, soutien du Hamas, protecteur des talibans et grand argentier de la confrérie des Frères musulmans. Alors qu'une grave menace djihadiste pèse sur la France, alors que l'islamisme a déjà fait plus de 230 morts, il est insupportable de constater que les autorités ferment les yeux sur la dangerosité de cette école coranique
qui a pourtant aussi pour mission de former des imams. Heureusement, face à ce danger, il y a des lanceurs d'alerte courageux. Pascal Le Petit en fait partie. Je vis dans la Nièvre, qui est la terre un petit peu de mes ancêtres. Je me suis installé en famille. J'ai 59 ans, j'avais des responsabilités politiques au sein de Debout la France. Je me bats aussi pour préserver ce patrimoine, cette nature et cette culture. Est-ce que vous pourriez nous raconter la mésaventure qui vous est arrivée? Il y a à peu près 2 ans de cela, j'ai rédigé une note de synthèse qui reprend des éléments qu'on trouve partout sur le net, qui concerne cet Institut européen des sciences humaines que j'avais intitulé IESH de Château-Chinon, le laboratoire nivernais des frères musulmans. Et je reprenais un petit peu tous les éléments de création de cet institut. Je parlais de financement, je parlais de contenu, stratégie aussi de fausses ouvertures. Je parlais aussi de l'intervention des politiques locaux qui, quelle que soit leur couleur politique, chantent à qui plus fort les louanges de l'IESH, appuyé par la presse locale d'ailleurs, qui a un point de vue un regard très bienveillant sur cette institution. Et que vous est-il arrivé à partir de là? À partir de là, donc, j'ai été convoqué par les gendarmes de Château-Chinon. J'ai reçu un avis préalable de mise en examen et aujourd'hui je suis mis en examen. Voilà, donc l'IESH a porté plainte contre vous? C'est ça, pour diffamation publique, pour incitation, pas tout à fait le terme, mais incitation à la haine ou à la violence. On est dans le cadre finalement du djihad judiciaire. Oui, parce que la plainte systématique est évidemment une forme de pression et d'intimidation pour faire taire ceux qui essayent de révéler la vérité. Tout à fait. Et là, rapidement, j'ai eu des messages sur Twitter, notamment, de gens qui me promettaient une décapitation ou voire quelque chose de plus lent. Quelqu'un qui surenchérissait en disant non, ce serait trop rapide. Vous avez porté plainte et là, alors là, curieusement, non, rien du tout. Rien du tout? Non, j'ai pas de pas de son, pas d'image. Pas de son, pas d'image. De manière générale, la peur s'est installée. Les gens ont peur de prendre position. Ils ont peur de s'opposer, de critiquer. C'est ça. Complicité des élus, omerta. C'est ça. Pour la population. En fait, on se retrouve un peu pris en otage. La seule chose qui prospère véritablement à Château-Chinon aujourd'hui, c'est l'islamisation. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous en prie. Et bon courage à vous et j'espère que justice vous sera rendue pour avoir lancé l'alerte sur ce sujet très grave pour notre nation. Au regard de ces preuves accablantes, je demande la fermeture de cette école coranique par les autorités et pour le 9 juin prochain, je vous demande, vous Français qui souhaitez mettre fin à l'islamisation de notre pays et fin à la gangrène islamiste, de donner le plus de force possible à Reconquête en votant pour notre liste aux élections. C'est que c'est un cas pathologique, quoi. C'est devenu un cas pathologique depuis 7 ans qu'il est au pouvoir, un septennat. Cet homme a tout dit et le contraire de tout. Cet homme est capable de dire une chose et de dire le contraire le lendemain. Cet homme a théorisé le « en même temps », ce qui est quand même assez problématique, parce qu'il y a un moment donné où, quand on est un adolescent, ça ne pose aucun problème, on est en cours de formation. Mais quand on est chef de l'État, on ne peut pas se permettre de dire une chose, son contraire, autre chose, de dire qu'on n'a pas dit une chose et son contraire, mais qu'on dit la même chose depuis le début, et puis surtout de dire, toujours dans la même logique, ma présidence serait jupitérienne. Jupiter, mon œil, pour rester poli. Mais Jupiter, c'est quelqu'un qui ne se manifeste pas tout le temps, se manifeste rarement, compte et pèse sa parole, et fait de telle sorte à chaque fois qu'il s'exprime, que ces mots soient vraiment entendus, soient lourds, soient pesants. On se dit, Jupiter s'étant exprimé, ça va être suivi des faits, et puis ça va être extrêmement cohérent, conséquent, etc. Bon, le président de la République nous dit, je ne veux pas d'une présidence bavarde, il n'y a pas eu une présidence plus bavarde que la sienne. Je veux une présidence jupitérienne, il n'y a pas eu moins jupitérien que lui, c'est minable, c'est un petit garçon qui veut parler, il verbigère, il y a de l'onanisme chez lui, c'est une espèce de jouissance à parler. Il s'écoute, il se plaît, il parle à son miroir, cet homme, il ne parle pas aux Français, il parle à son miroir. Et quand il intervient à la télévision en disant « vous êtes là, devant moi, assis, hein, vous êtes assis », vous n'êtes pas debout. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Vous n'excluez pas qu'à la fin de cette émission, vous puissiez vous lever. Mais qu'est-ce qu'il veut nous raconter, quoi? Comment c'est comme ça? C'est-à-dire, il y a les journalistes qui sont là pour lui passer les plats, ils ont été choisis pour ça. Et qui ne savent pas trop ce qu'il veut dire par là. Alors on comprend, c'est une allégorie, c'est une métaphore, c'est une comparaison. C'est juste pour comprendre que quand on dit « je n'exclus rien », eh bien on n'exclut rien. Et que les gens qui sont assis devant vous, ils ne sont pas debout. Et s'ils ne sont pas debout, ils n'excluent pas de se lever à un moment donné, etc. Est-ce qu'on avait besoin de commencer une intervention comme ça? Enfin bon, c'est tout le style du personnage. Il fait le kéké, il fait le malin, il donne l'impression d'être finot. C'est pas fin du tout, c'est extrêmement lourd. Et finalement, il y a une ligne très simple à lire dans ce qu'il nous raconte. Parce que je dis qu'il dit tout et le contraire de tout, mais qu'il fait toujours la même chose. C'est-à-dire, il détruit la France
pour construire l'Europe. Ça, c'est une constance. Depuis le début. Il a tout dit et le contraire de tout. Il y a une culture française, il n'y a pas de culture française. Poutine est sympathique, il ne faut pas le blesser. Poutine est un dangereux dictateur, etc., etc. Surtout, ça marche comme ça. Madame Le Pen, arc républicain, pas arc républicain, enfin tout. Et là, on se dit, faut comprendre ce qu'il dit quand même à un moment donné, il faut décoder. Il dit, si Poutine devait gagner, ça poserait un problème pour notre sécurité. Et on dit, ah bon, tiens, très bien. C'est quoi, les chars russes à Paris? C'est l'Assemblée nationale renversée par la troupe venue de Moscou? Le Kremlin qui piloterait la politique à Paris, comme les communistes auraient souhaité pendant le pacte germano-soviétique. Est-ce que c'est ça la crainte? Bah, bien sûr que non. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a juste voulu dire que la France, ça n'existait pas, et que c'était l'Europe qui existait. Oui, c'est vrai que ce que fait Poutine redessine l'Europe, ça c'est sûr. Qu'il a l'intention de ne pas laisser les européistes dessiner l'Europe en disant « j'en suis, nous en sommes ». Et il n'est pas question qu'avec les Américains, vous puissiez dessiner la carte de l'Europe sans que moi j'ai mon mot à dire dans cette aventure. C'est ça l'enjeu. Et Macron nous dit l'enjeu de l'Europe est problématique avec la victoire, ou serait problématique avec la victoire de Poutine. Il a raison. Il a raison, effectivement, l'Europe ne serait plus exactement la même. Mais si l'Europe n'est pas la même, ça ne change rien à la France. Et lui nous dit, bah si, parce qu'effectivement, la France, ça n'existe plus. La France, c'est rien. La France, c'est une sous-province, une espèce de sous-préfecture. Et cette sous-préfecture qu'est la France, effectivement, elle verrait des changements parce qu'effectivement, l'Europe ne serait plus la même. La sécurité de l'Europe ne serait plus la même. Alors, je veux bien qu'il se passe des choses dans les républiques, en Estonie, Lituanie, en Moldavie, en Transnistrie. Je veux bien que le destin de Brest ce soit aujourd'hui dans les paysages de la Transnistrie. Je veux bien qu'on puisse nous l'expliquer. Mais enfin, sauf à croire qu'effectivement, la France n'est plus rien et que seule l'Europe importe. On a compris. Ce monsieur prend date sur l'Europe. Je pense qu'il sait que c'est fini pour lui. La France est un président sortant dans quelques années, 3 années. Et que ce serait bien qu'il prenne le leader de l'Europe et qu'il a derrière la tête probablement quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais pendant les 3 années qui suivent, il va absolument vouloir forcer l'Europe en disant « l'Europe, c'est moi ». Et maintenant, il va falloir piloter l'Europe. Et si vous voulez quelqu'un pour piloter l'Europe, c'est moi. Et donc, Olaf Scholz, etc., tous ces gens-là, on les méprise souverainement. Il s'agit juste d'utiliser le monde à des fins personnelles. C'est ça, le logiciel d'Emmanuel Macron. C'est « je veux être président de la République, j'utiliserai tout ». Je veux être éventuellement président d'une Europe qui deviendrait une autre Europe, et on pourrait utiliser l'Ukraine pour ça, la guerre contre l'Ukraine, et il va le faire, et il va tout utiliser. Et s'il envoie des mecs à Odessa, comme il le dit, des mecs, c'est-à-dire l'élite de l'armée française, quel mépris pour l'armée française, c'est juste parce qu'il veut absolument se servir aussi de l'armée française pour dire « mais mon avenir, ça passe par l'Europe ». Vous direz pas, parce que peut-être celle-ci ne sait-il pas encore, mais son projet, c'est effectivement, après avoir été le président de la République française et d'avoir détruit la France en disant « je vous détruis la France pour vous offrir ça, c'est le cadeau de noces pour l'Europe », et bien là, on se sert de l'Ukraine pour dire cadeau de noces aussi. Par la suite, il vous faudra une Europe qui puisse être pilotée. Il faut un numéro de téléphone à l'Europe. Il faut qu'on puisse dire c'est qui l'Europe. Et il veut être cet homme, assez probablement. Il ne nous en parle pas, mais on imagine mal qu'il puisse, après avoir été 2 fois président de la République en France, partir en vacances tranquillement avec Brigitte et aller faire du jet ski sous les tropiques. Je pense qu'il aura je ne sais combien, je sais pas, une 50aine d'années. Il a sûrement pas envie d'avoir un poste en dessous. C'est pas Giscard d'Estaing qui, après avoir été président de la République, redevient conseiller général. Ou Hollande. C'est quelqu'un qui veut viser la marche au-dessus, et il instrumentalise la Russie, la guerre en Ukraine, et il instrumentalisera tout. Il instrumentalise Marine Le Pen, il instrumentalise le peuple français, il instrumentalise les journalistes, les médias, il instrumentalise tout, il n'a qu'une seule obsession. Ce type est un vandale, c'est un barbare. Il a juste envie de tracer sa route. En ce sens, il est assez mitterrandien. Je pense que Mitterrand a jeté le socialisme aux orties, a détruit la gauche comme on le sait. Et lui, il est prêt à tout aussi, détruire la France, il n'y a aucun problème, il veut bien détruire la France, si son ego s'en trouve épanoui. Nous sommes gouvernés par un personnage qui a des problèmes de nature psychiatrique. J'allais dire, oui, psychiatrique, disons-le comme ça. Bonjour Monsieur Tasteuil. Bonjour Jérémy, enchanté. Enchanté, c'est un bon endroit pour se rencontrer, c'est un bon endroit. Oui, on a le Kremlin derrière nous, on a
Le temps seulement. Il n'y a pas de soleil. Mais bon. Bon, ici, c'est presque aussi romantique que l'histoire de nos relations Russie-France. C'est deux pays qui se connaissent bien. Et vous êtes bien placé pour le savoir, puisque vous êtes l'arrière-petit-fils de Léon Tolstoï, qui a écrit Guerre et paix. Ouais. Donc, ces relations faites de haut et de bas, vous en savez quelque chose? Vous savez, les Russes sont toujours mécontents que dans la guerre et la paix, les premiers 10 pages, c'est en français. Ils disent, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va plus entre la France et la Russie? Pourquoi ça ne marche plus? Ça ne marche plus parce que les Français ont pensé qu'ils ont le droit de donner des leçons à des Russes. Après la fin de la guerre froide, ils ont imaginé qu'ils ont gagné la guerre froide avec les Américains. Ils ont oublié l'histoire de l'Europe, l'histoire du continent. Et je parle non seulement des guerres napoléoniennes, mais aussi de la dernière guerre, par exemple. Aujourd'hui, quand M. Macron dit qu'il va envoyer les soldats à Odessa, il faut lui rappeler que la dernière grande guerre en Europe, la France, elle a tenu 40 jours contre les nazis. Et les Russes, ils ont tenu 4 ans et ils ont gagné la guerre au Berlin. Je veux dire très directement que l'idée d'envoyer les soldats français en Ukraine, ça va se terminer par les cercueils en Orly, couverts par le tricolore, et c'est pas Macron qui va aller les chercher. Donc les Français, ils doivent comprendre les conséquences. C'est tôt. Parlez-nous un peu de nous, parce que vous nous connaissez très bien, vous parlez un français parfait, vous avez étudié en France, vous avez été... Oui, j'ai fait mes études, une partie de mes études en France, et j'ai travaillé pour la presse française aussi, ici à Moscou, dans les années 90. Donc la France, vous la connaissez, vous l'avez aimée. Qu'est-ce qui ne va plus? Pourquoi vous ne nous aimez plus? Mais pourquoi je dois vous aimer? Vous avez entamé 19 000 sanctions contre mon pays, vous menez une guerre économique, vous mentez sur la Russie chaque jour sur BFM. Donc c'est la réaction d'un amoureux déçu? Non, mais vous distribuez les narratifs sur la guerre en Ukraine qui sont complètement, pour nous, impensables. Les choses et toutes les provocations qui, durant ces 2 ans, ont déjà passé dans la presse contre la Russie et qui font l'image des Russes comme les gens qui mangent les enfants le matin. Donc, écoutez, on aime bien la France et les Français, mais on ne peut pas accepter ça. Qu'est-ce qui a déraillé dans notre modèle? Vladimir Poutine érige le modèle russe en opposition avec le modèle d'un Occident qui serait décadent. Qu'est-ce qui est décadent chez nous, Français? Regardez votre gouvernement. Est-ce qu'on peut vraiment, à 21e siècle, penser que ce n'est pas décadent d'avoir des gens si spéciaux Qu'est-ce que vous entendez par là? le gouvernement? Mais Vous faites référence au fait que notre Premier ministre, Gabriel Attal, est ouvertement homosexuel? Je fais référence qu'aujourd'hui, la France est gouvernée d'une partie par les pervers. Tout simplement. Alors, être homosexuel, c'est être spécial, voire pervers? Tout à fait. Pour nous, oui. Absolument. Mais c'est pas... Donc il n'y a pas d'homosexuels en Russie? Non, bien sûr, il y en a. Mais il n'y en a pas dans le Est-ce qu'ils gouvernement. sont protégés? Est-ce que les homosexuels en Russie peuvent vivre librement et protégés par le gouvernement? Bien sûr, leur vie privée est protégée, mais ils n'ont pas droit à la propagande ouverte de leur mode de vie. Le fait qu'on ait un Premier ministre ouvertement homosexuel, Gabriel Attal, pour vous, ça fait partie de cette décadence que vous décrivez en Occident? C'est être homosexuel, c'est un problème? Ben, écoutez, non, c'est la dégradation des leaders européens. Regardez aujourd'hui avec qui on doit avoir l'affaire. Avec Scholz, avec Macron, avec Borrell, etc. Donc ça, c'est des gens qui n'ont pas même l'idée de leur parole. Ils ne peuvent pas tenir la parole. Qu'est-ce que vous aimiez chez nous que vous ne retrouvez plus? Vous qui avez été si souvent en France, qu'est-ce que vous aimiez en France que vous ne retrouvez plus aujourd'hui? Bah, écoutez, j'aime bien la France, j'aime bien la culture, je regrette beaucoup que je ne pourrais pas amener mes enfants à Louvre, je ne sais pas, montrer Paris, etc. Oui, parce que vous voulez plutôt envoyer une bombe nucléaire à Paris en ce moment. C'est plutôt ça le discours. Bien sûr. À la télévision russe, on calcule la durée qu'il faudrait pour un missile nucléaire pour arriver à Paris. Non, 2 minutes, selon Soloviev. Pas 2 minutes, un peu plus, mais... donc vous avez commencé à calculer les plans? Oui, bien sûr, on calcule parce que, vous savez, pour nous, c'est ce qui est important historiquement pour la Russie, c'est assurer la sécurité du pays. Et quand les pays de l'OTAN, dont aussi la France,
mettent les missiles autour de nos frontières et veulent mettre les missiles en Ukraine, en adhérant à l'OTAN, à l'Ukraine. Donc pour nous, c'est inadmissible. Voilà, c'était la première partie de cette interview, la deuxième dans un instant, qu'on va évidemment débriefer. On va répondre évidemment à ce que dit Piotr Tolstoï dans un instant. Mais Jérémy Normand, je reviens à vous à Moscou. Tout y est dans cette première partie. La décadence de l'Occident, l'homosexualité de Gabriel Attal, les mensonges de Paris et de BFM au passage, et la menace nucléaire. On a un condensé, on a un best-of, si je puis dire comme ça, de la propagande russe. Ouais, mais c'est un sprinter, c'est-à-dire qu'à peine les caméras allumées, les poignées de main adressées, il a engrangé ce flux, ce flot de menaces, d'insultes, d'invectives. Évidemment, notre rôle, c'est, en lui donnant la parole, c'est de lui apporter la contradiction, de rétablir les faits. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, mais vraiment, on sent son agressivité. Et il a vraiment envie de faire passer ce message extrêmement menaçant quand il nous donne la durée plus précise que mettrait un missile nucléaire à arriver à Paris. Bon, c'est dit avec un sourire glaçant. Je pense qu'on le sent tous lorsqu'on regarde cette image. Il sait que son français parfait nous déstabilise. Il sait que son expérience de notre culture peut aussi jouer. Vraiment, c'est la voix du Kremlin pour nous, Français. Et c'est exactement dans cet état d'esprit qu'il a accepté de nous dire toutes ces horreurs. Et on va voir ensemble la deuxième partie de cette interview, tout particulièrement sur la situation en Ukraine et sur l'éventualité d'un envoi de troupes françaises. Bon, on a vu, on a entendu ici, traduit en russe, les mots d'Emmanuel Macron. Vous suivez de près ce que dit le président français, plus que ce que dit par exemple le chancelier allemand. Qu'est-ce qui, dans les mots d'Emmanuel Macron aujourd'hui, hérisse le poil du pouvoir russe? Il est le premier entre leaders européens qui a directement évoqué l'envoi des soldats au sol en Ukraine. Et ça, c'est une déclaration qui est pour nous très inquiétante parce que ça nous approche à la Troisième Guerre mondiale. Carrément, parce que... Et c'est vous qui parlez de cette Troisième Guerre mondiale, pas nous les Français. Bien sûr, vous les Français qui voulez venir avec les soldats à Odessa, une ville russe, vous les Français êtes en train de provoquer la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'après, je ne sais pas, 300, 400 Français tués, votre président, il sera dans la piège. Il devrait soit accélérer l'histoire, soit augmenter la présence de troupes, soit retirer les troupes. Vous dites qu'Odessa est russe. Le gouvernement, le Kremlin dit aussi que le Donbass est russe et d'ailleurs la majeure partie de l'Ukraine serait russe. Historiquement, bien sûr, personne ne conteste la culture commune entre ces terres et la Russie. C'est pas la culture commune, c'est la même culture parce que c'est le même peuple. Mais moi, en tant que journaliste, je me suis rendu en Ukraine depuis le début de la guerre. J'ai rencontré des Ukrainiens et tous me disent leur volonté de rester à l'écart de la Russie, de garder leur indépendance, de rester ukrainiens et non pas de devenir russes. Est-ce que vous entendez cette voix des Ukrainiens qui vous disent « laissez-nous tranquilles, on veut être indépendants ». On a pendant 30 ans attendu que ces Ukrainiens arrêtent de faire des bêtises contre les 20 millions des Russes qui vivaient en Ukraine, de leur interdire leur langue, de leur interdire l'éducation en russe, de interdire l'histoire, d'ailleurs, commune qu'on a l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine, c'est mon pays. Mon arrière-grand-père était le maire de Kiev. C'est mon pays. Et je ne veux pas que mon pays devienne un pays nazi, comme aujourd'hui. Mais les choses changent. Je ne veux pas que mon pays parle une autre langue. Et je ne veux pas que mon pays sera en base de l'OTAN pour les missiles contre mon pays. Et je ne veux pas que mon pays, Ukraine, restera sous la dictature des pays occidentaux et de l'OTAN. L'Ukraine n'existera jamais dans les frontières qu'il y avait avant la guerre. Point. N'existera jamais. Pour nous, c'est une question existentielle. Et on ne va pas arrêter, on ne va pas
retirer les troupes, on ne va pas faire semblant qu'on est... on ne croit pas, on ne croit plus aux accords avec les Européens, on ne croit plus aux accords avec les Américains. On va garantir notre sécurité à tel point ça sera décidé par Vladimir Poutine, qui est président de la Russie. Et donc, à ce moment-là, quand on va dire on s'arrête, il y aura une autre conférence sur la sécurité en Europe, comme celle de Helsinki ou Yalta. C'est tout simple. Le président français, lui, refuse qu'on en arrive à cette situation et on s'en fout de son opinion. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron. Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites. On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on va tuer... La France reste une puissance nucléaire. Vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. Et donc, on va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 Français, et dont 147 ont déjà tué. Donc il y en a 147 citoyens de la France qui ont été tués en Ukraine. Et on va tuer tout le monde. Vous inquiétez pas. Chers amis, bonjour. Je sors à l'instant de la présentation officielle de la liste par notre tête de liste Marion Maréchal, suivie d'une conférence de presse. Et je tenais d'abord à vous remercier pour l'accueil très chaleureux que vous m'avez fait. Je tiens à remercier notre tête de liste Marion Maréchal, ainsi que le président de notre parti Reconquête, Éric Zemmour, de m'avoir fait cette confiance et de m'avoir donc placé à la 8e place sur cette liste pour les élections européennes. Je voulais revenir simplement sur les raisons qui m'ont poussé à revenir dans la politique active. Comme vous le savez, au mois de novembre de l'année dernière, ordre a été donné au plus haut niveau de l'État de me censurer des plateaux de télévision. Donc là, j'ai reçu une lettre de l'ARCOM, vous connaissez l'histoire, qui m'a classé comme personnalité politique d'hiver droite, courant auquel je n'ai jamais appartenu, mais qui offre l'avantage de n'avoir droit qu'à 2% du temps de parole. Et donc cela s'est traduit mécaniquement par ma quasi-disparition des plateaux de télévision et par la même occasion par la fin de mon activité professionnelle que j'exerçais depuis le lendemain de l'élection présidentielle, à savoir chroniqueur et éditorialiste. Donc en fait, ils pensaient m'enterrer, mais ils ne savaient pas que j'étais une graine et que j'allais essaimer ailleurs. En gros, ils se sont dit ras-le-bol du roi du silence qui nous inflige sur les plateaux télé, ras-le-bol de ne pas pouvoir lui répondre, donc on va le museler et on va le censurer. Eh bien, je n'ai pas l'intention de me taire. Vous savez, moi, la France m'habite, la France vit en moi et je ne peux pas me résoudre à me taire. Donc j'ai décidé de continuer à défendre mes convictions, que je n'ai jamais cessé d'avoir, quels que soient les engagements et quelle que soit la forme qu'elles aient pu prendre ces dernières années. J'ai décidé donc de revenir dans la politique active, aux côtés de Marion Maréchal et d'Éric Zemmour, pour porter cette bataille des Européennes, pour porter la bataille de la reconquête, parce que j'ai toujours eu à cœur de rendre une partie, au moins une partie, de l'immense dette morale que je dois à la France. La France est un pays qui m'a accueilli, qui a fait de moi ce que je suis devenu, c'est-à-dire un Français. Il est donc tout à fait normal que je continue à me battre pour que la France reste ce qu'elle est, c'est-à-dire française. Et donc, je vous demande de participer avec nous à cette grande tâche nationale, à ce combat historique pour la reconquête de notre pays. Il faut reprendre possession de notre pays. Et pour cela, cette fois-ci, l'histoire ne nous commande pas de prendre les armes, l'histoire ne nous commande pas de risquer notre vie. Nos ancêtres l'ont fait et beaucoup ont donné leur vie pour cette belle et grande idée qu'est la France. L'histoire aujourd'hui vous commande juste le 9 juin de déposer un bulletin Marion Maréchal Reconquête dans l'urne pour que nous ayons le plus gros score possible afin de pouvoir entamer la reconquête de la France et donc aussi la reconquête de l'Europe, puisqu'on nous a expliqué à chaque fois qu'on réclame quelque chose pour la France, on nous explique désormais que tout se passe au sein de l'Europe. Eh bien, qu'à cela ne tienne, envoyez-nous à l'Europe et nous allons vous ramener la France. Voilà, je compte sur vous le 9 juin prochain. Vive la République et surtout, surtout, vive la France. Je vous embrasse. L'Europe va être en jeu. La réalité, c'est que le chemin que suit l'Europe, qui est d'une concentration des pouvoirs de plus en plus importants dans une minorité de plus en plus faible,
est quelque chose qu'on a essayé en Union soviétique, qu'on a essayé partout, qui ne marche jamais. Donc, l'Europe telle qu'elle a commencé à fonctionner à partir de Delors, en passant par Trichet, et maintenant Madame von der Leyen, est une tentative de prise de pouvoir d'une minorité oligarchique sur les populations. Ça va péter. Donc, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que l'Europe qui nous ont bâti depuis 20 ans ne peut pas survivre. Elle doit disparaître. Elle va disparaître. Vous dites que oui, vous êtes aujourd'hui, cette Europe doit disparaître. Doit disparaître. C'est-à-dire cette Union européenne telle qu'elle existe. Cette Union européenne telle qu'elle existe doit disparaître. Et à ce moment-là, chaque pays retrouvera ses souverainetés. Ce qu'il faut, c'est à ce moment-là qu'il n'y ait pas d'imbécilité qui se passe, qu'on reparte en quelque sorte où on était. On essaye d'effacer tout ce qu'on a fait aller depuis Giscard, le Parlement européen dont on a besoin comme d'un trou dans la tête. On n'a pas besoin de Parlement européen, ça n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de nation européenne. Donc tout ça, il faut retourner à l'Europe des nations. Et j'espère que ça se fera en bon ordre. Et alors, est-ce que ça se fera, Charles? Est-ce que ça peut se faire par la monnaie? Parce que vous dites que là où ça va vraiment péter, c'est par la monnaie. C'est par la monnaie. Et alors là, Musk a une image qui est très très forte. Elon Musk, oui. Elon Musk, il dit la monnaie, c'est l'operating system, comment on dit en français, c'est le système opératoire. Le système opératoire, le système qui contrôle les ordinateurs. C'est le système opératoire de l'économie qui est en dessous. Donc, vous créez toute une série de valeurs dans ce système opératoire, les actions, les obligations, les taux de change, etc., mais qui n'ont pas d'existence réelle, qui sont des concepts que les gens acceptent. Et les trucs en dessous, ils ont de la valeur. Et on mesure la valeur de ces trucs en dessous avec ces concepts. Et s'il y a des gens, des salopards, comme par exemple un président de la Banque centrale ou j'en sais rien, qui prennent le contrôle là-haut, ils peuvent changer les prix en dessous en manipulant le truc là-haut. Donc si on prend le contrôle du système opératoire, on se met à contrôler l'économie jusqu'au moment où si on en fait trop, les gens ne se servent plus, ils se servent d'autre chose. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que ça va sauter par la monnaie. C'est-à-dire concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont refuser, ce que, par exemple, une obligation française, dans l'hypothèse où ça saute, où l'Europe disparaît, où l'euro disparaît, ça ne vaudra pas grand-chose. Une obligation grecque, ça ne valait pas grand-chose quand ils ont sauté. Mais par contre, une action Air Liquide, qui est dans le monde réel, ça vaudra toujours quelque chose. Vous aurez peut-être du mal à le mesurer, mais vous savez que les systèmes opératoires qui ont sauté dans l'histoire, comme l'Allemagne dans les années 20, etc., les actifs qu'il y avait là-dedans, ça valait zéro. Et ces systèmes peuvent sauter, à votre avis? Ils sautent tout le temps. Ouais. L'histoire du monde, c'est Philippe II fait sauter toutes les banques italiennes avec lui, en Espagne, etc. Donc, aujourd'hui, il y a de telles contradictions dans le système européen que le système opératoire monétaire européen ne peut pas ne pas sauter. Donc, tout ce qui est mesuré à l'intérieur, tous ces actifs qui sont à l'intérieur, obligations, tout ça, mais par contre, l'or, la terre agricole, ça vaudra toujours quelque chose. Bien sûr. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que le drame va se passer dans ce système opératoire là-haut. Donc, pour que l'Europe, la vraie Europe vive, il faut que l'Europe, Union européenne, meure. Mais elle va mourir. Oui. Il est impossible, aujourd'hui, il y a de telles contradictions que c'est pas tenable. Par exemple, à cause de l'imbécilité ukrainienne, le gaz en Europe est à $12, hein. Le gaz aux États-Unis est à 2. La deuxième industrie la plus importante en Allemagne, c'était la chimie. Mais la chimie ne peut pas opérer avec du 12. Du gaz à $12. Contre 2 là-bas. Donc, toutes les industries allemandes s'en vont aux États-Unis. Toutes les industries chimiques ferment et vont aux États-Unis. Et comme en même temps, ils ont décidé de fermer leurs voitures, leur système de voitures, maintenant, il n'y aura plus que des voitures électriques et toutes les batteries venant de Chine. Ça veut dire que l'Allemagne se désindustrialise à une allure, si vous voulez. Nous, on a mis 40 ans, ils le feront en 5 ans, quoi. Donc, et la France, alors, qu'est-ce que même chose? On a un coup de peau, la France, on n'a plus d'industrie. Ouais. Il n'y a plus rien à détruire, c'est fait, les gars. Donc on va peut-être repartir de zéro. C'est pour ça que Macron a peut-être raison. Il y a peut-être des petits entrepreneurs qui vont partir, mais ils vont pas repartir avec les machins, les coûts qu'on leur met dessus aujourd'hui. Ça, ils repartiront pas. Ils créeront peut-être une entreprise en France si ça marche. Ils iront immédiatement la coller au Luxembourg où ils feront toutes les ventes extérieures. Parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir une entreprise en France aujourd'hui. Votre marge brute d'autofinancement est la moitié de ce qu'elle est ailleurs. Donc vous semblez dire, et non pas assumer, mais dire très franchement que quand Macron dit que ça marche du tonnerre de Dieu du point de vue de l'entreprise, l'entrepreneuriat et des start-up, etc., il est dans le métaverse? Il est dans le monde de Sigmaringen. Ils sont en train de disputer pour savoir qui aura la meilleure chambre. À côté de Pétain ou j'en sais rien. Il est dans le rêve. I just do bikini.
wear the shirt? Or is that... We'll do some with and without because you can wear like a white. Whatever you think too. You ready? Yeah. You ready? Yes. Did you wear it like this? Yeah, I just wore it like this. No, I wore it like this. Okay, I'll wear it like this. So Smile, stay there, don't walk yet. Cool. All right, keep going. Okay. You're walking, and I'm following you back, and then kind of look in the ocean a little bit, smile, kind of laugh at each other, or laugh with each other. I don't know. okay. How are we gonna walk? You're gonna walk, Okay. and we're gonna. When I stop, you stop. Okay. Okay. Ready? Let's go. And you're gonna walk right past me when I stop. Okay? Pass. What? Okay, now run. Elle a 20 ans. Elle s'appelle Eden Golan. Elle est née à Kfar Saba, sur la terre d'Israël. Elle est qualifiée pour la finale de l'Eurovision qui a lieu demain à Malmö. Elle est aussi belle qu'elle chante divinement sa chanson Hurricane, qui évoque une tempête. Nous pouvons apporter tout ce que nous ressentons et tout ce que le pays traverse pendant ces 3 minutes pour parler au monde à travers la chanson, a-t-elle dit ces dernières heures. Elle porte le poids d'Israël sur ses frêles épaules. Hier, lors des demi-finales, des spectateurs ont hué Eden Golan parce qu'elle est juive, parce qu'ils sont antisémites. Hier, devant son hôtel, des milliers de manifestants ont crié leur haine d'Israël, ont piétiné le drapeau bleu et blanc et ont demandé qu'elle ne chante pas demain, parce qu'elle est juive, parce qu'ils sont antisémites. Il y a des matins où la marche du monde vous jette sur le sable, où la bêtise, le fanatisme, la méchanceté vous atteint plus que d'autres jours. J'ai pensé à cette chanson dont vous vous souvenez bien sûr, de Jean-Jacques Goldman. Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas 8 ans. Sa vie c'était douceur, rêve et nuages blancs, mais d'autres gens en avaient décidé autrement. L'histoire est tragique. À Varsovie hier, comme à Malmö aujourd'hui. Il est 9h, Chana Lousteau. Bonjour Pascal, bonjour à tous. 2 policiers ont été grièvement blessés par balle cette nuit dans un commissariat. Ça s'est passé dans le 13e arrondissement de Paris. Le pronostic vital de l'un d'eux est toujours engagé ce matin. Après avoir été interpellé pour l'agression d'une femme, un individu a réussi à s'emparer de l'arme d'un agent et a ouvert le feu. Ce drame n'est malheureusement pas un cas isolé, selon le policier Christophe Plantis. C'est un choc collectif. Tous les policiers de France et de Navarre se sentent personnellement impliqués. On a tous connu ce genre d'interpellation et ce genre de complications. Effectivement, des tentatives de dérober notre arme, c'est notre quotidien. Il est rare que les personnes interpellées se laissent faire et soient coopératives jusqu'au placement en garde à vue. En Suède, le concours de l'Eurovision provoque la colère des militants anti-Israël. Ils s'opposent à la participation d'Eden Golan, chanteuse israélienne de 20 ans. Des manifestations auront lieu demain dans les rues de Malmö où se tient le concours. Julien Balou, l'ancien porte-parole de Tsahal, nous en dit plus sur le dispositif de sécurité hors norme mis en place pour protéger la jeune femme. On a même appris que le chef du Shin Bet, donc c'est les services de renseignement israélien, le Shin Bet, le Shabak, qui s'est rendu lui-même sur place pour coordonner la sécurité de la délégation israélienne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le chef des services de renseignement en personne qui vient en amont pour assurer la sécurité. C'est pas la première fois.
Voilà, et notez que hier soir, Eden Golan s'est qualifié pour la finale qui sera organisée demain. En France, une partie de l'A13 va rouvrir aujourd'hui après 3 semaines de patience. Le tronçon Vaucresson-Paris sera à nouveau ouvert à 14h dans le sens province-Paris, donc pour les véhicules légers uniquement. Le reste de l'autoroute nécessite encore un peu de travaux. Voilà pour l'essentiel de l'information, c'est à vous, Pascal. Merci beaucoup, Chana Lousteau. Nous sommes ce matin avec Elisabeth Lévy, avec Sarah Salman, avec Philippe Bilger, Nathan Dever, Gauthier Lebret. Vous vous rendez compte le monde dans lequel nous vivons? C'est l'Eurovision demain. L'Eurovision existe depuis la nuit des temps. Est-ce que vous avez souvenir d'une manifestation, pour quelque raison que ce soit, et pourquoi pas politique, qui interdise à un chanteur ou une chanteuse de chanter le soir de l'Eurovision? Ça n'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Il y a pas eu quand même en Europe quelques conflits depuis en tout cas sinon conflits, quelques frictions parfois. Jamais ce n'est arrivé. Écoutons Eden Golan qui s'est exprimée, elle a 20 ans et vraiment elle a beaucoup de courage, cette jeune femme. Je pense que nous sommes tous ici pour une seule raison. Et l'EBU prend toutes les précautions de sécurité pour que ce soit un lieu sûr et uni pour tout le monde. Donc je pense que tout le monde est en sécurité. Nous serons ici pour aucune autre raison. Et peut-être qu'au contraire, beaucoup de gens vont vouloir voter pour elle parce que il y a d'abord un jury, nous sommes d'accord, et puis il y a aussi le vote du public. Le jury du public. Bon. Bah oui. Mais pour le jury à Malmö, ça va pas être simple non plus de donner des voix, puisqu'il y a une sorte de pression sur ce jury. Écoutez ce qu'a dit Benjamin Netanyahou qui la soutient. Eden, je veux te souhaiter bonne chance. Tu sais quoi? Tu as déjà gagné. Car non seulement tu participes fièrement et de manière impressionnante à l'Eurovision, mais tu affrontes avec succès une horrible vague d'antisémitisme. Tu t'y opposes et tu représentes l'État d'Israël avec beaucoup d'honneur. Alors sois béni et sache que lorsqu'ils te hueront, nous te crierons Hourra. Il se trouve que la chanson est superbe en plus. Je vous propose d'écouter quelques notes de musique. Vous l'avez peut-être déjà écoutée, cette chanson, elle est très belle. Filtration dans les services publics. Voyez ce qui se passe aujourd'hui en Belgique. La demi-finale de l'Eurovision a été brièvement interrompue jeudi à la télévision belge, VRT, par un message de soutien à la Palestine diffusé par un syndicat de la chaîne VRT. Ce dernier a jugé scandaleux la participation israélienne au concours. Ça, c'est un syndicat. Regardez, c'était l'antenne. C'était l'antenne de VRT en Belgique. Donc on voit bien la difficulté que vont être nos sociétés dans les prochaines années. Et même, ça existe déjà aujourd'hui en Belgique. Je voudrais qu'on voit le sujet de Michael Dos Santos et je vous donne la parole. Un drapeau israélien piétiné, des chants et des slogans pro-palestiniens. À quelques kilomètres de la scène où les candidats de l'Eurovision s'affrontent, ces manifestants appellent au départ de la représentante israélienne. J'aimerais qu'Israël soit disqualifié, comme les organisateurs l'ont fait avec la Russie lors de l'invasion de l'Ukraine. Invitée surprise de ce rassemblement, Greta Thunberg, la militante écologiste, a troqué son combat contre le réchauffement climatique pour le boycott d'Israël. La jeune Suédoise condamne les actions de l'État hébreu dans la bande de Gaza. Elle appelle les étudiants du monde entier à amplifier la mobilisation. Je pense qu'ils devraient être partout. Une fois de plus, les jeunes montrent la voie, montrent au monde comment nous devons réagir face à la situation. Non loin de là, autre manifestation, celle des pro-israéliens. Je pense que ce serait bien mieux si nous pouvions nous asseoir, parler, organiser des fêtes ensemble, bref, passer du temps en musique. Je pense que l'Eurovision est une belle chose, que le concours ne doit pas être mêlé à la politique. Tout doit tourner autour de la musique. Par crainte de débordement, la sécurité a été renforcée par les autorités suédoises. Vous vous rendez compte qu'il y avait quelqu'un qui comparait l'attaque de la Russie en Ukraine, la Russie qui a agressé l'Ukraine, à Israël, qui a été agressé le 7 octobre et qui a vécu une des pires journées de son histoire. Et la chanson, c'était une chanson pour rendre hommage aux victimes du 7 octobre. C'est une jeune femme de 20 ans qui vient
rendre hommage aux victimes du terrorisme. Et il y a une partie qui a même dû être réécrite, puisqu'elle a été jugée trop politique. Vous lisez la partie qui a été réécrite, il n'y a rien de politique, ça dit simplement « Dansant dans l'orage, nous n'avons rien à cacher, ramène-moi à la maison et laisse le monde derrière, et je te promets que ça n'arrivera plus jamais, je suis toujours mouillé par cette pluie d'octobre ». C'est ça qui a dû être réécrit. Je pense que c'est très révélateur d'une sorte d'incapacité actuelle à savoir appréhender les deux plateaux d'une balance. Je veux dire, à partir du moment où nous avons une barbarie du 7 octobre et où ensuite on peut discuter la manière dont Netanyahou organise cette riposte longtemps légitime, eh bien, le délire intellectuel d'aujourd'hui fait que la bêtise, le simplisme ne sont pas capables d'appréhender toutes les données du problème et en réalité tombent dans une sorte d'exclusion qui est grotesque. Enfin, écoutez, c'est la haine des Juifs quand même qui est au cœur de ça. C'est pas de la bêtise. C'est la haine des Juifs. C'est pas de la bêtise, oui, c'est de l'antisémitisme. Faut dire aussi les choses. C'est pas n'importe quelle balance, c'est pas n'importe quel plateau. C'est quand même, si vous voulez, une haine rabique d'Israël et des Juifs. Quand on piétine le drapeau d'Israël, on piétine l'étoile de David. Si vous voulez, bien sûr. Il y a quand même une symbolique là-dedans. Écoutez, elle fait pas partie du gouvernement de Netanyahou. C'est pas juste une question de bêtise contemporaine. Et on peut pas se cacher derrière la bêtise pour justifier l'antisémitisme. Attendez, et Émeric Caron a dit qu'elle représentait le gouvernement israélien. Lui, ce n'est pas de la bêtise, c'est qu'il instrumentalise les choses pour... Non mais Philippe, on n'en est plus là, on va directement vers un affrontement, ce que certains annonçaient, et on va directement vers un affrontement. Quand est-ce qu'il aura lieu? Je n'en sais rien. Où il aura lieu? Je n'en sais rien. Mais il n'y a plus de discussion possible. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent la destruction d'Israël et la haine des Juifs. Et la haine des Juifs, bien sûr. Et ça commence comme ça. Après les Juifs, ce sera peut-être, et sans doute même, d'autres communautés qui seront visées. Donc nous y allons tout droit. Ils le sont déjà. Nous y allons tout droit. C'est ça la vérité. Et ceux qui ne veulent pas le voir, que cet affrontement arrive, ce qui se passe en Belgique, ce qui se passe déjà partout, et ça, voilà. Nous y allons tout droit. Bon, supposons Le matin chante une mélodie, le monde s'éveille plein de vie. Un pas, deux pas loin de la haine, le bonheur coule dans les veines. Un cœur joyeux plein d'étincelles, une âme qui capte l'aube nouvelle, les rires qui brillent sous tous les murs. L'espoir grandit vers le futur. Le matin chante une mélodie, le monde s'éveille plein de vie. Un pas, deux pas loin de la haine, le bonheur coule dans les veines. Le matin chante une mélodie, le monde s'éveille plein de vie. Un pas, deux pas loin de la haine, le bonheur coule dans les veines. Même si la pluie veut s'inviter, elle n'éteindra pas la bonté. La méchanceté tire en rafale, elle sera bannie loin des étoiles. Le matin chante une mélodie, le monde s'éveille plein de vie. Un pas, deux pas loin de la haine, le bonheur coule dans les veines. Quel est le but de cette chanson, dans une époque si décadente? Gardez confiance en ce qui est bon, car les méchants seront punis de façon violente. Le matin chante une mélodie, le monde s'éveille plein de vie. Un pas, deux pas, loin de la haine, le bonheur coule dans les veines. Un cœur joyeux, plein d'étincelles, une âme qui capte l'aube nouvelle, les rires qui brisent tous les murs, l'espoir grandit vers le futur. Le matin chante une mélodie, le monde s'éveille plein de vie. Un pas, deux pas, loin de la haine, le bonheur coule dans les veines. Un cœur joyeux, plein d'étincelles, une âme qui capte l'aube nouvelle, les rires qui brisent tous les murs, l'espoir grandit vers le futur. Le matin chante une mélodie, le monde s'éveille plein de vie. Un pas, deux pas, loin de la haine, le bonheur coule dans les veines. Même si la pluie veut s'inviter,
elle n'éteindra pas la bonté. La méchanceté tire en rafale, elle sera bannie loin des étoiles. Le matin chante une mélodie, le monde s'éveille plein de vie. Un pas, deux pas, loin de la haine, le bonheur coule dans les veines. Quel est le but de cette chanson, dans une époque si décadente? Gardez confiance en ce qui est bon, car les méchants seront punis de façon violente. Un rayonnement de soleil sur le visage, afin d'éclairer son voyage. Les nuages s'effacent aussitôt, l'espoir brille dans tous les mots. Le matin chante une mélodie, le monde s'éveille plein de vie. Un pas, deux pas, loin de la haine, le bonheur coule dans les veines. Un cœur joyeux plein d'étincelles, une âme qui capte l'aube nouvelle. Les rires qui brisent tous les murs, l'espoir grandit vers le futur. Le matin chante une mélodie, le monde s'éveille plein de vie. Un pas, deux pas, loin de la haine, le bonheur coule dans les veines. Même si la pluie veut s'inviter, elle n'éteindra pas la bonté. La méchanceté tire en rafale, elle s'agrandit vers le futur. Le matin chante une mélodie, le monde s'éveille plein de vie. Un pas, deux pas, loin de la haine, le bonheur coule dans les veines. Quel est le but de cette chanson, dans une époque si décadente? Gardez confiance en ce qui est bon, car les méchants seront punis de façon violente. Quel est le but de cette chanson, dans une époque si décadente? Gardez confiance en ce qui est bon, car les méchants seront punis de façon violente. Le matin chante une mélodie, le monde s'éveille plein de vie. Un pas, deux pas, loin de la haine, le bonheur coule dans les veines. Un cœur joyeux, plein d'étincelles, une âme qui capte l'aube nouvelle. Les rires qui brisent tous les murs, l'espoir grandit vers le futur. Le matin chante une mélodie, le monde s'éveille plein de vie. Un pas, deux pas, loin de la haine, le bonheur coule dans les veines. Même si la pluie veut s'inviter, elle n'éteindra pas la bonté. La méchanceté tire en rafale, l'espoir grandit vers le futur. Le matin chante une mélodie, le monde s'éveille plein de vie. Un pas, deux pas, loin de la haine, le bonheur coule dans les veines. Quel est le but de cette chanson, dans une époque si décadente? Gardez confiance en ce qui est bon, car les méchants seront punis de façon violente. Quel est le but de cette chanson, dans une époque si décadente? Gardez confiance en ce qui est bon, car les méchants seront punis de façon violente.
Rayons de soleil sur le visage, afin d'éclairer son voyage. Les nuages s'effacent aussitôt, l'espoir brille dans tous les mots. Le matin chante une mélodie, le monde s'éveille plein de vie. Un pas de pas loin de la haine, le bonheur coule dans les veines. Un cœur joyeux plein d'étincelles, une âme qui capte l'eau nouvelle. Les rires qui brisent tous les murs, l'espoir grandit vers le futur. Le matin chante une mélodie, le monde s'éveille plein de vie. Un pas de pas loin de la haine, le bonheur coule dans les veines. Même si la pluie veut s'inviter, elle n'éteindra pas la bonté. La méchanceté tire en rafale et sera bannie loin des étoiles. Le matin chante une mélodie, le monde s'éveille plein de vie. Un pas de pas loin de la haine, le bonheur coule dans les veines. Quel est le but de cette chanson, dans une époque si décadente? Gardez confiance en ce qui est bon, car les méchants seront punis de façon violente. Un cœur joyeux plein d'étincelles, une âme qui capte l'eau nouvelle. Les rires qui brisent tous les murs, l'espoir grandit vers le futur. Un cœur joyeux plein d'étincelles, une âme qui capte l'eau nouvelle. Les rires qui brisent tous les murs, l'espoir grandit vers le futur. Même si la pluie veut s'inviter, elle n'éteindra pas la bonté. La méchanceté tire en rafale et sera bannie loin des étoiles. Le matin chante une mélodie, le monde s'éveille plein de vie. Un pas, deux pas, loin de la haine, le bonheur coule dans les veines. Un cœur joyeux plein d'étincelles, une âme qui capte l'aube nouvelle. Les rires qui brisent tous les murs, l'espoir grandit vers le futur. Le matin chante une mélodie, le monde s'éveille plein de vie. Un matin là pas, deux pas, deux pas, deux pas, deux pas. Un matin là pas, deux pas, deux pas, deux pas. Un cœur joyeux plein d'étincelles, une âme qui capte l'aube nouvelle. Les rires qui brisent tous les murs, l'espoir grandit vers le futur. Le matin chante une mélodie, le monde s'éveille plein de vie. Un pas, deux pas, loin de la haine, le bonheur coule dans les veines. Un cœur joyeux plein d'étincelles, mélodie de mélodie, une âme qui capte l'aube nouvelle. Loin de vie, loin de qui brise tous les murs, l'espoir grandit vers le futur. Le matin chante une mélodie, le monde s'éveille plein de vie. Un matin là pas, deux pas, deux pas, deux pas, deux pas. Un matin là pas, deux pas, deux pas, deux pas. Même si la pluie veut s'inviter, elle n'éteindra pas la bonté. La méchanceté tire en rafale, elle sera bannie loin des étoiles. Le matin chante une mélodie, le monde s'éveille plein de vie. Le monde s'éveille plein de vie. Deux pas, loin de la haine, le bonheur coule dans les veines. Quel est le but de cette chanson, dans une époque si décadente? Gardez confiance en ceux qui bon, car les méchants seront punis de façon violente.
Rayons de soleil sur le visage, afin d'éclairer son voyage. Les nuages s'effacent aussitôt, l'espoir brille dans tous les mots. Le matin chante une mélodie, le monde s'éveille plein de vie. Un pas, deux pas, loin de la haine, le bonheur coule dans les veines. Un cœur joyeux plein d'étincelles, une âme qui capte l'aube nouvelle. Les rires qui brisent tous les murs, l'espoir grandit vers le futur. Le matin chante une mélodie, le monde s'éveille plein de vie. Un pas, deux pas, loin de la haine, le bonheur coule dans les veines. Un cœur joyeux plein d'étincelles, une âme qui capte l'aube nouvelle. Les rires qui brisent tous les murs, l'espoir grandit vers le futur. Le matin chante une mélodie, le monde s'éveille plein de vie. Un pas, deux pas, loin de la haine, le bonheur coule dans les veines. Même si la pluie veut s'inviter, elle n'éteindra pas la bonté. La méchanceté tire en rafale, elle sera bannie loin des étoiles. Le matin chante une mélodie, le monde s'éveille plein de vie. Un pas, deux pas, loin de la haine, le bonheur coule dans les veines. Quel est le but de cette chanson dans une époque si décadente? Gardez confiance en ce qui est bon, car les méchants seront punis de façon violente. He is saving the dogs, he is protecting the cats, the defender of waterfowl, standing strong where he's at, guarding with a loving heart, every creature big and small, from canines to meowing art. He's the hero answering the call. Save the dogs, protect the waterfowl. Save the cats, the cats, the cats. In the city or countryside, he's there every single day, with a mission and endless pride, paving a better way. His gentle hands and open mind, he shelters those in need. To every paw and beak so kind, in action and in deed. Save the dogs, protect the waterfowl. Save the cats, the cats, the cats, the This beating he dances, this conquering air, with the people who romance and sparkle in style. Little by little he builds an empire with gold, buildings all his own, then turn to starboard. Donald Trump in politics, the deep state is in panic. He wants to beat them with a stick, demolish them brick by brick. The corrupt parade, their hypocritical smile, their power is so fragile that dominance crumbles. The horde runs after him, but he never gives up. Trump walks forward and smiles, he will crush all his enemies. Donald Trump in politics,
for every nation. I got love for all races. I got love for all religions. Got love for so many places. No love for a politician, a congressman, or a senator if the country that they put in first ain't the United States of America. No love for these politicians with corporate interests in other countries. Only one that I serve is God. I don't serve man, I don't serve money. No love for the people living in the USA but always hating it. Got a lot I probably shouldn't say to y'all. Matter of fact, I'll just pray on it. I'm pro-life, pro-God, pro-gun, not ashamed of it. Yo, worshiping military, killing babies, mutilating children, y'all are Satanists. Supporting the troops in their tour doesn't mean that you're supporting the war. Supporting the freedoms that they fighting for doesn't mean that you're supporting the gore. Supporting the country I live in and loving it doesn't mean blindly supporting the government. The world that we live in is trouble. The turn of the media, we should defund it. Supporting America for other nations does not make me a racist. If you like communism so much, I'll pay for your vacation. America first, the people are hurt. Got vets in the street with nothing to eat and nowhere to work. Sending our dollars overseas and funding these wars. No love for these politicians if they're not America first. America first. This countries protect their borders, it's not a controversial subject. I say cause the southern border, it seems to get people upset. I don't care what names you call me, we in $40 trillion of debt. Uncle Sam takes half your money, then you get a low refund check. I am America first. Kamala cares a better purse. I never sell out the people to raise my net worth. The Second Amendment is there to always protect my first. I'm a better rapper than Meg Thee Stallion, and I don't even have to curse. Let's keep the American dream alive and put an end to all the lies. BLM raised billions, and what did they do for black lives? Politicians promise you the whole world, then they backslide. What happened to Hunter's laptop? You know I'm most strapped up. Gun rights are human rights. Feminists been sold a lie. You can mess around and find out. Play stupid games with a stupid prize. God bless the whole USA, even the ones you hate me. Still fighting for you today, and no globalist paid me. America first, the people are hurt. Got vets in the street with nothing to eat and nowhere to work. Sending our dollars overseas and funding these wars. No love for these politicians if they're not America first. America first.